Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Les troubles du comportement alimentaire touchent des millions de personnes, mais ils sont souvent mal compris et restent entourés de préjugés. Alors comment reconnaître, comprendre et accompagner une personne souffrant de troubles alimentaires? Bienvenue dans Living Santé. Clément, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer ce qu'est un trouble du comportement alimentaire? La définition la plus simple, c'est tous ces phénomènes qui vont se caractériser par un rapport particulier à l'alimentation, au poids et à la silhouette, et qui vont générer une souffrance. Celui dont on entend le plus parler, c'est l'anorexie mentale. J'imagine qu'il y en a d'autres. Les troubles du comportement alimentaire, c'est 10% de la population. L'anorexie mentale, elle, c'est 0,5 à 1% de la population, et elle va se caractériser par des conduites de restriction alimentaire, des stratégies de contrôle du poids qui peuvent être le sport ou le fait de vomir. Il y a un symptôme qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est le fait d'avoir une perception déformée de son propre corps. Ensuite, on va avoir la boulimie. La boulimie, ça va être l'association de crise de boulimie, le fait de manger beaucoup d'aliments en très peu de temps, et de conduite compensatoire. On va essayer d'éliminer toutes les calories, soit avec des vomissements, soit avec d'autres techniques. Troisième type, l'hyperphagie boulimique, qui est le fait d'avoir ces fameuses crises de boulimie avec peu ou pas de conduite de compensation, ce qui fait qu'on va plutôt être en surpoids. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les TCA non spécifiques. C'est tout le reste. Et alors, est-ce que les troubles du comportement alimentaire, ça touche tout le monde? Ça touche quand même d'abord et avant tout les femmes. Les hommes, en réalité, ils sont aussi touchés par les troubles du comportement alimentaire, plutôt les autres que l'anorexie. Mais le problème qu'on a, c'est que c'est compliqué pour un homme aujourd'hui d'aller consulter parce qu'on a un TCA. Oui, en fait, il y a une sorte de tabou, de honte un peu, j'imagine. En tout cas, il y a plus de difficultés à consulter pour ces maladies-là parce que dans l'esprit du grand public, ce sont des maladies de femmes et puis parce que les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes. Typiquement, ce qu'on appelle l'aménorrhée, qui est le fait de ne plus avoir de règles parce qu'on est en dénutrition. Alors du coup, quand on est un garçon, ça ne parle pas beaucoup. Le truc, c'est quand même qu'on a des périodes de la vie dont on sait qu'elles sont beaucoup plus à risque de développer un trouble du comportement alimentaire. C'est l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. L'adolescence pour le début de la maladie anorexie et l'entrée dans l'âge adulte pour les personnes qui souffrent de boulimie et d'hyperphagie boulimique. Alors c'est vrai qu'il y a des phrases qu'on entend très souvent concernant les troubles du comportement alimentaire. Je sais que celle que tu entends le plus, c'est qu'une question de volonté. C'est le préjugé numéro 1. En réalité, les troubles du comportement alimentaire sont des maladies qui se caractérisent par un excès de volonté, un désir de maîtrise et de contrôle. On entend aussi souvent, c'est de la faute de la famille, en particulier de la faute de la maman. Là aussi, c'est une lourde erreur que de considérer que la famille est la cause. La famille, elle peut être touchée par la maladie, donc il y a une souffrance qui est partagée, une réorganisation de la famille autour. La cause de la maladie, en fait, elle est un peu triple, biologique, psychologique et sociale. Biologique, par exemple, le fait d'avoir une vulnérabilité génétique. Psychologique, le fait d'avoir vécu des expériences difficiles, typiquement des traumatismes, et social, et en fonction de la société dans laquelle on est et de son mode de vie, on va être plus ou moins fragilisé et donc plus ou moins à même de développer la maladie. Et ce ne sont pas que les personnes qui sont d'apparence maigre qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire. La maigreur, elle va renvoyer à un trouble alimentaire qui s'appelle l'anorexie mentale. En réalité, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ont soit un poids normal, soit un surpoids ou une obésité. Et le danger dans ces maladies-là n'est pas qu'à faire de maigreur et de dénutrition. On sait que les troubles du comportement alimentaire, ça peut être assez discret. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter la personne souffrante ou l'entourage de l'apparition d'un trouble ? Première catégorie de signes, ceux qui touchent l'alimentation. Le fait de refuser les invitations au restaurant de manière systématique, le fait de refuser les dîners de famille, avec des repas qui peuvent être écourtés, ou le fait de filer aux toilettes juste après le repas. Et l'autre élément, c'est l'investissement dans la cuisine, avec des patients qui vont faire la cuisine pour tout le monde et paradoxalement ne vont pas du tout manger la même chose que les autres. Deuxième catégorie de symptômes, les comportements répétitifs, ce qu'on appelle les compulsions. Se peser 4 ou 5 fois par jour, éventuellement sur 2 balances différentes. Faire beaucoup de sport, se lever très tôt le matin pour ça, malgré des blessures. Dernier groupe de signes, les signes de crise de boulimie. Les placards qui vont se vider comme par magie. Et aussi des emballages qui peuvent être un peu planqués dans divers endroits pour camoufler les traces de la crise de boulimie. On sait que pour l'entourage, soutenir une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire, ça peut être délicat. Quels sont les comportements à adopter et surtout les erreurs à ne pas faire ? Principale erreur, devenir un soignant, infirmier ou médecin à domicile pour la personne qui souffre. Deuxième erreur, intervenir au cours des repas. Le repas, c'est le moment le plus compliqué pour une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire. Et si on a des trucs à dire en termes d'inquiétude, il faut les situer en dehors des repas.
Troisième erreur, aller contrôler à la maison la maladie en posant des verrous sur les placards ou en piquant la carte bleue de la personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire. Ça, on oublie. Et alors, si demain je constate que ma sœur ou que ma meilleure amie a l'air de souffrir d'un trouble du comportement alimentaire, qu'est-ce que je peux faire? En fait, le conseil, il est assez simple, c'est faire part de ses inquiétudes. Ensuite, ces inquiétudes, on les évoque pour pouvoir accompagner la personne vers des soins, donc vers un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue ou un diététicien. Il y a une technique supplémentaire qui peut être intéressante, c'est essayer d'élaborer les menus des repas en commun. Plutôt que de laisser la personne gérer toute seule ou de lui imposer des choix, de faire ça de manière collaborative. Ça permet d'équilibrer l'alimentation avec un peu de nuance. Et du coup, je pense que c'est important de rappeler que la guérison, elle est longue et que pour guérir, c'est important d'être bien entouré, bien accompagné. Ça prend du temps que de rentrer en rémission de sa maladie et le facteur de réussite numéro 1 pour cette prise de distance, c'est la qualité de l'entourage social, familial et amoureux. Donc il faut rester aux côtés des personnes qui souffrent de ces maladies-là. J'aimerais qu'on fasse un focus sur l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur le développement des troubles du comportement alimentaire. Ce qu'on voit, c'est un peu 3 types de mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le côté falsification de la réalité qu'on va avoir à travers les filtres vidéo et photos, et donc des corps qui sont des corps irréels, qui sont donnés comme exemple quand on les regarde, et qui vont du coup favoriser les phénomènes d'angoisse par rapport à la forme de son propre corps. Deuxième élément, le côté algorithmique avec un phénomène d'amplification de toutes les thématiques en lien avec la maigreur, le contrôle alimentaire, le fitness, etc. etc., etc. Troisième élément, qui est peut-être un peu plus ancien, c'est les communautés qui vont se faire entre patients souffrant de troubles alimentaires. Alors ça peut avoir des côtés très vertueux, mais ça a aussi un revers. Ça va entraîner le sujet dans sa maladie et en plus avec l'impression que sa vie sociale, elle fonctionne parce qu'il ou elle a des symptômes. Ce qui est quand même un facteur d'ancrage dans le temps de la maladie. Très bien, merci beaucoup Clément de nous avoir donné toutes ces informations. Si vous vous sentez concerné, si un proche est concerné par un de ces troubles du comportement alimentaire, n'oubliez pas, osez en parler et osez vous faire accompagner. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.